Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction. Chaque midi et demi, chaque vendredi, midi 30, 13h, Interaction en direct sur la page Facebook de Décideur TV. L'occasion est bien pour vous de nous interroger pendant cette demi-heure d'émission. On a autour de la table, comme chaque semaine, Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour notre Thomas. Gérante, Paul Schworer, notre économiste. Bonjour Paul. Bonjour. Et Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour. Notre analyste. On va parler de bourse, on va parler d'actualité. On a intitulé cette émission Brexit or not Brexit. C'est en effet la question du moment. En tout cas, l'une des questions, peut-être pas la seule d'un point de vue boursier, mais ça se rapproche. Jeudi prochain, les Britanniques s'exprimeront. Hubert, avec des rebondissements dramatiques, cet assassinat d'une députée. Oui, et puis la bourse fait preuve de son cynisme habituel, c'est-à-dire que la peur du Brexit, donc du fait que le référendum soit un succès pour les partisans de l'indépendance du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne, sa chance a un peu baissé, c'est sensible dans les codes des bookmakers et c'est sensible sur les marchés, mais néanmoins, on a eu une semaine de stress avec de très fortes sorties ou très fort arbitrage de grands fonds lundi. Lundi, il y a eu des fonds qui ont vendu 5-10% ou couverts, c'est ce qui revient au même, 5 ou 10% de leur position. C'est-à-dire que ces fonds, quand même, redoutent un Brexit. C'est que c'est le saut dans l'inconnu. Je crois que c'est ça le sujet. C'est le saut dans l'inconnu, donc c'est le retour du stress qui avait disparu pour le stress économique avait plutôt disparu, avec une baisse des marchés européens de 3,2% en moyenne, un peu moins pour la France et l'Allemagne, et paradoxalement, c'est quand même la chose à souligner, les indices européens de la zone euro ont plus baissé que les indices anglais. Ouais. Alors, il y a une raison, c'est qu'il y a une raison technique, c'est que les indices anglais sont très dominés par les conglomérats miniers, donc pour qui la valeur de livre sterling n'importe pas beaucoup. Avec des sondages qui sont de plus en plus pro-Brexit. Des sondages, en fait, l'Angleterre et les marchés et le continent sont en train de réaliser qu'il y a effectivement une possibilité de voir le Brexit se mettre en place, c'est-à-dire la sortie de l'Angleterre. Alors, alors que ce n'était pas un risque, puisque personne ne pariait pour, personne n'avait couvert, puisqu'on a un beau mouvement derrière, est-ce que finalement c'est tout simplement la prise en compte de cette réalité-là, ou est-ce que c'est l'idée qu'on va vraiment y aller ? C'est une autre question. Pour l'instant, les bookmakers ne disent pas qu'on va y aller. Mais ils ne disent pas non plus le contraire. On s'est énorlement rapprochés. Il y a quand même 60% qui pensent qu'on va rester à la cote. La cote est quand même très faible. La cote, elle est 5 pour 10, ça vous rapporte 50% si l'Angleterre reste, et ça vous rapporte 1,40, ce qui est beaucoup plus que 1,20 il y a 2 jours. Mais si l'Angleterre s'en va. Donc, moi, vous connaissez le monde des paris, Hubert? Je connais bien le monde des paris, je connais bien le monde des bookmakers. Si le Brexit devait vraiment passer, la cote serait plus basse, à mon avis. Si ne devait pas passer, la cote serait plus basse. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une incertitude. Et puis l'incertitude, c'est ce que les marchés n'aiment pas. Et puis surtout, alors si ça devait passer, ce qui n'est pas la probabilité la plus forte, comme on vient de dire, là, ce serait quand même un saut dans l'inconnu sur plein de choses. Mais pour moi l'important, ça va être la réaction derrière. Oui. C'est comment on va traiter le sujet. C'est-à-dire que savoir qu'ils sortent ou qu'ils restent, finalement, c'est une perte d'influence anglaise qui va résulter. Alors après ça, c'est est-ce qu'elle va laisser de la place à une volonté affirmée de l'Eurogroupe et une vraie détermination à construire quelque chose. Et puis aussi, la question qui risque de se poser pour d'autres pays. Chaque Premier ministre qui voudra se faire élire dira « Moi, je ferai un référendum après mon élection ». Il y a deux choses. Premièrement, l'Europe va être intraitable si jamais le Brexit passait avec l'Angleterre, puisqu'on ne va pas faire cadeau à celui qui s'en va. Ça, c'est sûr qu'ils n'auront pas le traitement qu'a aujourd'hui la Suisse ou le traitement qu'ont aujourd'hui certains pays scandinaves, donc de manière à se montrer dur. Deuxièmement, et on sait la popularité justifiée de l'Europe. L'Europe, c'est un système invraisemblable, c'est un machin, comme disait quelqu'un qui n'aimait pas tellement cette Europe. Donc, la méfiance justifiée fait que les hommes politiques ont tendance à dire écoutez, je vous repasse la main, monsieur le peuple, si j'ose dire. En tout cas, ça pointe une certitude, c'est que le bien-être des citoyens, de la classe moyenne, c'est quelque chose d'essentiel si on veut faire reculer le populisme. C'est-à-dire que, oui, parce que
de mon point de vue, ils ne votent pas contre l'Europe. Les gens qui votent contre la sortie du Brexit, ils votent contre la mondialisation et contre les effets de la mondialisation qui appauvrit les pauvres et enrichit de manière un peu indécente certains riches. Et la question, c'est est-ce que le fait de ne pas être dans l'Europe les protégera davantage ? Bon, ça ne peut pas être pire. La réponse, ça ne peut pas être pire. Encore une fois, celui qui vote... C'est quand même un peu l'argument de On l'a déjà dit, l'Europe. celui qui vote contre, le type, il gagne 800 livres par mois à Nottingham. On lui dit, mais les gens qui gagnent 250 000 livres ont baissé de 20% leur revenu. Il dit, très bien, je suis bien triste pour eux. Mais l'idée de l'Europe, c'était quand même de protéger aussi et d'avoir une espèce d'îlot de prospérité et de croissance. Bah, ça a été le cas. Il ne faut quand même pas exagérer. Est-ce que ce n'est pas ce que justement l'Angleterre refusait le plus ? Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle s'en va ? Alors que l'Eurogroupe, lui, a plus envie de développer des politiques coordonnées, ce que ne voulait pas l'Angleterre. Et c'est donc, de mon point de vue, la victoire de l'Europe, de l'euro, et non sa défaite. Alors, la question, Agnès, c'est si l'Angleterre s'en va, est-ce qu'on va encore perdre beaucoup plus ? Parce que, on regarde les marchés cette semaine, là, justement, alors, ça a pas mal secoué. Hein. Là, ça a beaucoup secoué, mais là, une fois de plus, on est de jeudi... On est de jeudi à jeudi. Hein. Donc, si on est de vendredi à vendredi, c'est un peu moins violent, mais 5%, c'est énorme. C'est absolument énorme. On perd presque 10% depuis le début de l'année. Voilà, commentaire Agnès sur ces valeurs. Non, et même on perd notamment en 5 séances, en 6 séances, on a 8% on a perdu. Ouais. Et je rejoins Hubert quand il dit ce qui s'est passé surtout lundi. Beaucoup de fonds ne sont pas couverts, comme jusqu'à présent, n'ont pas joué, je dirais, la sortie de l'Angleterre de l'Europe. Donc, ce qui s'est passé lundi, on a eu surtout, notamment les valeurs, comme on voit, Sanofi, Total, qui ont été fortement pénalisées parce que ça a été des sorties, des ventes de paniers d'actions. Les fonds se sont désinvestis. Ils ne sont pas couverts. Ils ont allégé leur position pure et simple. Même, c'est des paniers qui s'en vont. Voilà, mais ce n'est pas des couvertures spéculatives. Ah non, pas du tout spéculatives. Voilà. Ils ont voulu prendre du cash. La question, c'est donc maintenant qu'on a perdu ces 8%, ou ces 10% depuis le début de l'année, est-ce que si le Brexit passe sur la zone euro, c'est-à-dire pas sur le CAC 40, est-ce qu'il y a 5% de plus à perdre, sachant qu'il y a des effets de monnaie qui sont absolument considérables. Oui, et puis on a entendu que la BCE, la Fed et le Japon mettraient tout en œuvre, notamment en injectant des liquidités sur les marchés. Attendez, Hubert, ce que vous dites, c'est que si le Brexit venait à passer jeudi prochain, on perdrait encore 5%, pas plus ? Pas beaucoup plus. Je pense qu'on a fait l'essentiel de la baisse. Mais il y a des effets. Je ne dis pas que le lundi et le mardi qui suivront, puisque c'est le vendredi le lendemain, ou le vendredi dès le lendemain, donc vendredi prochain, il ne se passera pas quelque chose. Mais c'est quand même... J'ai le sentiment, en revanche, sur la livre sterling, on n'a peut-être pas tout vu. Oui. Et alors l'effet le plus étonnant, Paul, c'est cette hausse du yen. C'est qu'il y a une valeur refuge, c'est le yen. Juste avant de parler du yen, un mot sur donc, ces investisseurs, ces gros fonds qui se mettent en cash. Est-ce qu'on doit faire la même chose ? Est-ce qu'on doit aussi alléger nos positions de 10% ? C'est la question. Écoutez, on a déjà 10% de cash sur notre fonds. Donc là, quand on voit actuellement les rebonds, alors qu'ils sont... ils s'essoufflent. Hein. On a un beau rebond aujourd'hui. On a eu un joli rebond avant-hier. Donc, mais c'est pas au-delà de 2%, donc il y a toujours de l'incertitude. Donc après, c'est vrai que soit on se couvre et soit on se met en vente des contrats futurs, mais je dirais comme on est peu exposé sur les bancaires par rapport à l'indice, donc voilà, et puis on a des belles valeurs pour l'instant qui résistent. Au-delà de ça, la vraie question, c'est quel est l'état de la croissance dans le monde. C'est pas simplement de savoir si l'Angleterre va faire face ou pas. Il y aura de l'agitation, ça c'est une certitude, il y a de la volatilité, on le dit depuis longtemps. Est-ce qu'on va rester sur cette volatilité-là ? C'est pas certain. Et s'il reste, la volatilité était relativement faible, justement. Elle s'est envolée subitement sur cette peur. Et s'il reste, est-ce qu'on va remonter ? Oui, il va y avoir un ouf. Bon. Et par ailleurs, ce qu'on a vu dans les 2 séances de hausse, c'est-à-dire aujourd'hui et avant-hier, c'est des rachats de vendeurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont juste couvert leur portefeuille, qui ont dit 10% en liquidité d'une manière ou d'une autre, mais il y a des gens qui sont dans l'autre sens aussi. Et pour moi, ce qui s'est joué aux États-Unis est très intéressant sur la perspective à venir, parce que finalement, on a la Fed... Alors, on va voir la Fed. Vous répondez au yen d'abord, parce que j'ai coupé la question. C'est la même chose, c'est le même sujet. La valeur refuge, c'est plus le yen que le dollar, mais bon, c'est quand même... La Banque du Japon a un objectif, c'est finalement de faire de l'inflation importée. Elle souhaite, de ce fait, avoir un yen faible. Là, elle n'a pas pu agir parce qu'il y avait toute cette excitation. Résultat, ça va
être pénalisant pendant quelques temps, il y a fort à parier que dans un mois, on ait un très bon mouvement inverse sur le yen. Enfin, on peut l'espérer pour les Japonais d'ailleurs, parce que sans quoi, ils sont dans une situation assez inquiétante. Alors, la Fed, on y arrive, donc on vous laisse commenter ce... Donc cette semaine, il y a eu une réunion. C'était la réunion où, il y a 6 mois, on imaginait qu'il y aurait la deuxième hausse des taux de 0,25. Elle est reportée de toute façon à cause du Brexit. Le Brexit empêche complètement de jouer avant, il faudra mieux jouer après. Alors, oui, c'est à cause du Brexit, c'est explicitement dit. Maintenant, je trouve que c'est pas inintéressant, parce que finalement, pour moi, l'enjeu majeur pour la Fed, c'est de remonter les taux sans que ça fasse peur. Bon, et c'est quoi ce graphique? Alors, c'est Pac-Man. Ce graphique, alors là, il nécessite plusieurs explications. C'est tout simplement chaque point représente un vote d'un des membres du système Fed, du comité de la politique monétaire. Et chacun est amené à diffuser les anticipations qu'il a sur les taux, ce qu'on appelle les dots. Alors, c'est quelque chose qui est très utile quand on est dans un schéma de hausse des taux. Quand on est dans un schéma de baisse des taux, c'est moins important. Mais quand on est dans un schéma de hausse des taux, il est important de savoir à quel rythme ça va remonter, parce que c'est des moins-values que l'on génère systématiquement. Ils sont aussi nombreux que ça, les membres Ils sont 17. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de points? Il y a plus de points? C'est-à-dire qu'en fait, il y a une annonce. Donc là, vous avez 4 dates. D'accord. Mars 2015, juin 2015. Vous avez mars 2016 et juin 2016. Et donc on voit que ça se décale vers la droite, c'est-à-dire qu'on repousse l'échéance. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a en vert clair ce qui était anticipé au mois de mars 2015, c'est-à-dire qu'en fait, on voyait à l'horizon 2018 des taux à 4,50, des taux directeurs à 4,50. Ce qui pouvait faire peur pour tous les marchés obligataires et ce qui a pu générer des inquiétudes sur le fait qu'on aurait un krach obligataire à nouveau. Et là, on est à 2%. Et là, aujourd'hui, on est plutôt, quand on fait le calcul exact, à fin 2018, on est à 2,40. Et on peut légitimement penser que c'est finalement tout ce travail d'apprentissage qui va contre l'expérience, puisque historiquement, en 18 mois, on monte de 300 points de base. Ça veut donc dire clairement que les acteurs qui comptent, que sont les membres votants de la Fed, ont admis qu'ils n'avaient plus autant de liberté, qu'ils ne devaient plus agir comme avant. Mais ça veut dire qu'ils prennent en compte le fait que la croissance potentielle, que la croissance va être plus faible. Voilà, donc historiquement, en 18 mois, grosso modo, les taux se mettent à peu près au niveau du taux de croissance. Parce que le taux de croissance, il est plutôt à 1,5 qu'à 2,5, donc ils sont en train d'adapter. Je suis d'accord avec ça, et j'ajouterai simplement une chose. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'acter le fait qu'il est aussi important de faire en sorte que le dollar garde un pouvoir d'attraction le plus longtemps possible par rapport à la masse de dettes qu'ils peuvent avoir. Parce que finalement, l'ajustement de 2% sur 10 000 milliards, ça fait quand même quelques milliards à gagner chaque année. Oui. Donc c'est quelque chose de pas négligeable, et je pense qu'en fait donc on a basculé. C'est plus la dette qui les obsède que la croissance, c'est ça que vous dites? C'est plutôt qu'on a basculé d'un monde où on savait que l'objectif c'était une baisse des taux d'intérêt et moins d'inflation, à un monde où on a besoin d'inflation et où on a besoin de remonter les taux. Mais remonter les taux, c'est contraire au levier, c'est contre l'intérêt. Enfin, ça augmente le coût de financement de la dette, c'est-à-dire ça augmente le coût de financement des États, et c'est un problème pour l'investisseur, puisque l'investisseur, il valorise son actif. S'il le place à 10 ans à 2% et qu'on est à 4% dans 5 ans, il va se retrouver dans une situation où il a un portage négatif. Si on a 4% dans 5 ans, je peux vous dire que ce sera une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura de la croissance quand même. Effectivement, et c'est pour ça qu'on a cette inquiétude sur la croissance. Et Agnès, d'un point de vue action, les répercussions de ce décalage et de cette pente atténuée de la Fed? On l'a vu notamment sur le secteur bancaire. Donc ça a été le secteur bancaire qui a... On n'a rien vu sur le secteur bancaire. Mais mais je veux dire on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu, mais c'est le secteur bancaire qui a bien corrigé. Il a quand même bien corrigé. Voilà, il a bien corrigé, mais... On revient sur les points bas de 2012. Mais on va aller en dessous. Moi, je pense... pas sur toutes les banques. C'était toujours pareil. C'est que les banques de détail, Wells Fargo... Voilà. Ça marche plutôt bien, et les banques qui marchaient sur les marchés financiers, elles ont besoin d'une pente, mais d'une pente plus sûre peut-être. Et je dirais que là, on est en train de calculer le rythme auquel on a une réduction de l'effet de levier. Voilà, exactement. Donc, c'est plutôt positif. Le fait d'avoir
une anticipation de cette hausse qui est moins brutale est plutôt positif pour l'activité. Donc en fait, le fait que la réunion de juin n'ait pas pu prendre une décision rallonge la séquence qu'il y aura entre deux hausses à l'avenir. Oui, puisque on va faire probablement en juillet, s'il n'y a pas de drame absolu, ça sera compliqué de faire septembre et ce sera impossible de faire octobre et novembre au moment de l'élection présidentielle. Donc ça pourra repousser à décembre. Ça peut repousser à décembre. Il faut qu'on avance parce qu'on a encore pas mal de choses à dire. Un graphique CPR. Un graphique, oui, donc que j'ai ramené d'une réunion des stratèges de la CPR qui sont interrogés sur le marché du crédit. Comme vous le voyez, c'est ce qui est en bleu, c'est ce qui est en montagne, si j'ose dire. Quand il y a des tensions sur le marché du crédit, donc à gauche le marché des plus solvables et à droite des moins solvables, hein, le haut rendement, a toujours annoncé les cracks. Hein. On voit bien que quand il y a une tension, ça se suit avec une très forte baisse des marchés d'actions. Et donc, tout ça pour dire que, effectivement, si on s'extrait de cette histoire de Brexit, on n'a pas d'indication sur des marchés qui sont liquides. Hein. Les marchés de taux, c'est des marchés les plus liquides. On n'a pas d'indication qu'il y a un danger. C'est ça que je voulais montrer. Et c'est même tout à fait normal, puisque les taux corporate, il y a d'une part la partie taux souverain et d'autre part la rémunération d'un risque corporate, donc c'est un call action. Voilà. Et donc le deuxième graphique, assez rapidement, c'est les actions de l'Eurogroupe, c'est-à-dire à droite, contre celles des États-Unis. On voit qu'on a un très gros rendement sur les actions, et ça concerne vraiment Interxion. Les actions européennes offrent un très très beau rendement par rapport aux actions américaines. Et en écart de taux encore plus, puisque les taux européens sont plus durablement très bas. Donc tout ça pour dire que malgré le Brexit, malgré la Fed, si on peut dire, on voit du potentiel sur les actions européennes. Très bien, voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette première partie consacrée à la macro et à cette discussion autour du Brexit. On va avancer avec notre brique tableau de bord. Il y en a dans tous les sens là. Alors, un tableau de bord qui commence donc avec les feux, des feux qui bougent pas mal dans tous les sens là. Il y a un petit peu de mouvement. En fait, globalement, l'aversion au risque est quelque chose que l'on retrouve comme tendance générale. Finalement, on a, je pense, l'aversion au risque qui remonte, le momentum macroéconomique qui est en orange, et le point qui me paraît le plus important, c'est le niveau de dispersion des performances. Alors on le voit ici. C'est l'indicateur numéro 2, voilà. C'est un indicateur qui, en général, correspond plus au structurant du marché. Le niveau de perturbation et le niveau de dispersion des performances, c'est vraiment la tectonique du marché. Et dans cette logique-là, le fait de voir qu'il se passe quelque chose, c'est indicateur d'une prise de conscience ou d'une surprise finalement des intervenants. C'est pour la brutalité des décisions de couverture en début de semaine ou même juste à la fin de la semaine dernière avec les chiffres qui ont été publiés. On est vraiment dans une situation où là, ça pourrait devenir plus inquiétant si les décisions que l'on espère ne viennent pas. Et ça correspond quand même à ce qu'on a dit au début sur les portefeuilles qui ont fait du cash massivement. Si vous vendez 10% de vos actions européennes, vous ne cherchez pas à savoir laquelle des deux est la meilleure. Ça se voit. Donc, tout ça se tient. C'est très cohérent, ce n'est pas nécessairement inquiétant. Ce qui est important, c'est qu'il faudra que les discours qui seront tenus à l'issue du Brexit soit d'une sortie, mais également d'un maintien, puisque un des arguments de la campagne anglaise aujourd'hui, c'est si on maintient, Cameron obtiendra encore plus de liberté de la part de l'Union. Ce que je ne crois pas. Bon, mais ça, c'est... Le temps boursier, comme le temps tout court, est incertain. On reste en mode 3. C'est sûr. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette séquence. On passe tout de suite à notre troisième partie concernant les performances. Le principe aussi. Alors, des performances qui portent les stigmates de cette agitation. On le voit tout de suite avec ce graphique. Agnès. Oui, on le voit. Donc,
le marché continue de baisser. Nous, on perd 11% depuis le début de l'année, moins 5,70 sur la semaine. Donc voilà, avec, je dirais, notamment les deux gros poids, comme je vous disais, Total, Sanofi, tout le secteur bancaire qui a été fortement pénalisé, et les valeurs, je dirais, un peu plus défensives qui sont défendues, donc Sodexo. Donc voilà, et notamment on le voit dans la contribution, donc dans nos poids. Donc nous on s'est défendu sur les financières parce qu'on a moins que notre indice, et surtout on s'est défendu également dans les défensives avec le poids notamment de Sanofi. Donc voilà. Ok, donc ça c'est ce qu'on pouvait dire en effet pour cette performance, ou plutôt ces contre-performances, puisqu'on reste en territoire négatif. On continue avec la partie gestion. Interaction chaque semaine en direct, 12h30, 13h, l'occasion de nous retrouver sur Facebook, sur la page Décideur TV, et de nous poser toutes vos questions si vous en avez. On va voir tout de suite les derniers arbitrages de cette semaine. Agnès, on vous laisse la parole. Notamment, on a juste allégé, comme on l'a dit vendredi dernier, de 1%, donc Altran. Donc c'est tout. Et dans cette tempête-là, je dirais, on n'a rien fait de spécial, je dirais. On aurait un indicateur, on serait un peu plus contrariant si ce marché revenait sur les niveaux de 4000. Altran, c'est juste un point. C'est un secteur sur lequel on est très investi. C'est un secteur où il faut être investi. L'investissement, notamment en France, est quelque chose qui va être très porteur. Alors, on en a pas mal. On a du Atos, on a du Alten. Mais bon, Altran, c'était un pari aussi de redressement de la filiale allemande. Et donc, c'est un peu le fait accompli. Mais surtout quand vous venez de prendre 20% sur le titre. Et puis, bon, il y a une question d'actionnariat. Ouais, donc, le secteur des ESN, on dit plus SS2I, on dit entreprise de services numériques. Voilà. Petite précision, donc le portefeuille interaction, les 10 meilleures contributions, performances et les 10 flops, il n'y a presque pas de contribution positive hors Zodiac. Il y en a une, voilà. Cher à Hubert, qui nous avait, alors hommage à Hubert, qui avait vendu cette idée il y a 3 semaines maintenant. Oui, c'était l'idée qu'on ne pouvait pas perdre, et qui reste un peu celle-là, c'est-à-dire que soit Zodiac réussit son plan industriel, ce qui commence à montrer, ça Agnès va en parler peut-être mieux que moi, soit il n'y arrive pas, et il risque d'être adossé à un grand groupe. Donc la rumeur d'un rachat par Safran, avec même un prix, mais pas de financement, ce qui est quand même important, accouru, elle n'a pas été démentie. Des sources proches du dossier ont dit qu'elle ne commentait pas. Donc on n'en sait rien. Ce qui est vrai, c'est que c'est vrai que c'est un enjeu, Zodiac, c'est un enjeu stratégique. Alors on en a pris une pincée de 0,5% il y a justement, en effet, 3 semaines. Agnès. Donc, comme dit Hubert, oui, la grande surprise, ça a été notamment la publication de son chiffre d'affaires, qui est ressorti en progression de 3,70 au 3e trimestre, puisqu'ils sont sur exercice décalé. Après, toutes les rumeurs de rachat, notamment de Safran, ça fait des années qu'on parle de... Il y a eu une offre. Oui. Il y a eu une offre il y a 3 ans. Exactement. Donc, on parle je dirais, une prime entre 43 et 60%. Donc bon, le titre a monté de 17%, il s'est calmé dans l'après-midi. Oui, je pense que dès qu'on sortira un peu de cette incertitude, Brexit ou pas, je pense qu'il faudra renforcer quelque chose, oui, c'est indépendant de la tendance. C'est à la fois, encore une fois, c'est un cas intéressant, parce que c'est un cas qui peut être spéculatif, et c'est un cas de gestion avec un nouveau management. Ils ont quand même changé quasiment tout leur comité directeur. Mais c'est pas le moment, justement, de jouer cette carte en se disant... on n'est pas loin. On risque pas grand-chose. Et puis si c'est pas Safran, peut-être ce sera un groupe étranger. Donc oui, tout à fait, puisqu'ils cherchent à... Donc on le fait là cette semaine, on en reprend plus pourquoi pas. Donc, pourquoi pas, voilà. Donc voilà. Combien je vais doubler la position. Il faut doubler la position, oui. Je montais à 1%. 1%. Oui. Ok, alors les autres valeurs qui s'illustrent cette semaine. Alors, on a vu Total, on a parlé Orange aussi, contribution négative. Oui, alors il y a une contribution négative, mais c'est surtout, je pense qu'Orange aussi, il ne faut pas l'oublier, est toujours prêt à mener sa bataille, notamment son opération de consolidation à l'échelle européenne, où tous les investisseurs n'y croient plus, il ne se passe plus rien depuis un certain temps. Nous, on y croit toujours. Il y a un autre titre que j'aime beaucoup, et c'est Essilor, qui avait bien monté et qui a sous-performé. C'est pas tout à fait pareil. Non. Orange, il y a un effet taux d'intérêt, comme toutes les valeurs de service public, et
Essilor, il y a un effet croissance. Un effet croissance, mais surtout, elle a toutes les valeurs aussi défensive ont été un peu malmenées, et notamment sur des sorties de fonds. Mais surtout, je tiens à préciser sur Essilor qu'il y a surtout son développement de la distribution en ligne qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et surtout, à long terme, il y a l'impact de la myopie dans une population mondiale vieillissante et qui risque d'amener... Alors on a dans les performances des ventes, on a Michelin. Alors, c'est toujours la même chose, quand on vend des voitures neuves, on vend moins de pneus en deuxième monte. Or, la marge des pneumaticiens, elle est beaucoup en deuxième monte, donc ils ont averti là-dessus. Je ne crois pas que ce soit une surprise, c'est structurant de ce marché-là. Le discours, surtout Michelin, ça a été surtout, ils ont publié notamment, ils ont annoncé que la tendance était un peu compliquée actuellement, et notamment aux États-Unis, sur le pneu de remplacement dans le tourisme. Donc, du coup, ça a un peu ça a pesé sur le cours. Parce pratiquement, on perd presque de l'argent sur la première monte, et évidemment, quand vous avez acheté une voiture avec des pneus Michelin, quand vous en changez deux, vous n'allez pas changer, et donc c'est là où il y a la grosse marge. Et donc effectivement, plus il y a de voitures neuves, et plus il y a un creux derrière, et le creux est plus fort que ce qu'ils avaient pensé. Oui, exactement, et les stocks sont en hausse également. Alors moi j'ai une question, c'est la même question que celle du début sur le Brexit, c'est qu'on a pris de l'indice, oui. Donc on en a pour 4%. Oui, un peu, oui. Est-ce que, effectivement, ça fait 90% en tout, est-ce qu'on le garde, parce que là c'est purement suivre le marché. Donc, c'est purement, oui. Le garder, c'est un peu espérer ou croire, croire, Moi, j'y crois. ce qui est le cas. Je crois au non-Brexit. Au non-Brexit, au Remain, je ne sais pas comment ils disent, au Stay. Mais donc, c'est un pari. Si ça peut aller vite. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur un trend où on corrige un peu à la hausse. Donc, quand on corrige à la hausse, est-ce qu'il ne faut pas accompagner en baissant voilà. Bon, qu'est-ce que vous voudriez vendre ces Lixor, ces 4% de l'indice si on monte encore lundi ou mardi, il n'y aura peut-être plus grand-chose à gagner en finale si le Brexit passe, est rejeté. C'est ça oui, mon mais inquiétude. comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas le Brexit, je dirais, donc derrière, on a un marché qui peut recorriger. Donc au moins, s'il n'y a pas de Brexit, le marché va monter. Voilà. Oui, il va monter, ça c'est sûr. Repartir sur les 4 donc on monte moins que le marché avec notre portefeuille, on est trop défensif. On est un peu défensif. Et puis surtout, non, on est devenu un peu plus. Je pense on a plus de bêta actuellement, ce que j'ai vu. Je pense que la performance de 5,73 par rapport à 5,70 montre que malgré le sous-investissement, les titres qui sont sélectionnés dans le portefeuille sont plus agressifs. On a un peu aussi un peu d'indice avec Total et Sanofi. Vous connaissez mon amour pour Sanofi, et même pour Total, parce que je préfère avoir de l'ENI. Ça veut dire que si on est assez profilé pour remonter, en effet, on a le meilleur des deux mondes, parce qu'en cas de Brexit, on ne serait pas attiré vers le bas par ce Lixor, et en cas de remontée, on monterait plus vite. Si on passe de 90 à 85, c'est quand même le pourcent de... Est-ce que c'est l'indice qui va monter en premier et les choix spécifiques derrière, ou est-ce que c'est l'inverse? Si c'est l'inverse, effectivement, il n'y a pas intérêt à garder les Lixor. Tout à fait. À l'opposé, si c'est l'indice, à ce moment-là, il vaut mieux les garder parce qu'on pourrait se prendre la porte de salaud. C'est exactement là. C'est-à-dire qu'on a dit que c'était asymétrique. Si le Brexit passe, c'est-à-dire si l'Angleterre s'en va, l'indice va baisser, mais peut-être on va déjà commencer à trier dans les valeurs. À l'inverse, si le Brexit est rejeté, on va d'abord monter et ensuite trier, mais il va falloir sérieusement trier parce qu'on voit bien quand même, comme dit le président de la République, ça va quand même mieux. Il y a quand même un peu de croissance dans la zone euro et donc basé sur l'investissement et sur la consommation. Cette semaine, moi je retiens les résultats de H&M et de Zara. Il y a quelque chose qui se passe dans la zone euro. Ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. La question centrale, c'est peut-être est-ce qu'il faut acheter avant la journée de vote. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors cette semaine? Des idées, des envies, Agnès? Non, comme dit Paul, si on a envie d'acheter avant, il n'y aurait qu'un secteur à jouer et d'être contrariant, c'est augmenter notre poids sur les bancaires. C'est juste là-dessus où il y aura un levier. Un levier qui sera très fort, parce que les bancaires, elles ont perdu entre 16 et 20% cette semaine. D'ailleurs, c'est cohérent avec ce que disait Hubert au début, quand il disait l'indice anglais a moins baissé parce que les minières, c'est pas la même chose. Là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Les minières ont plutôt tenu,
alors que les bancaires se sont effondrés. Donc, mais les bancaires, moi je suis très pessimiste sur leur modèle à moyen terme. C'est ça le problème. Et donc c'est le problème de jouer uniquement des écarts de marché. C'est compliqué. Tout à fait. Mais je pense que la prudence, comme on a, je dirais, pratiquement 10% de cash, je dirais... On n'en prend pas plus, donc on est d'accord avec 10. Pour l'instant, je pense que c'est trop enfin... Bon. Ok, on ne touche pas aux bancaires, c'est juste une idée comme ça. On double la ligne Zodiac, on passe de 0,5 à 1%. C'est déjà pas mal. Bon, et puis wait and see, comme dirait... Oui, c'est pas la peine de se précipiter sur les dossiers. Si effectivement le Brexit passe, il faudra se précipiter sur les dossiers et restructurer vraiment les portefeuilles. Mais si le Brexit ne passe pas, ça va d'abord être indiciel, je crois, je suis d'accord avec Paul. Là. Exactement. Bon, voilà, on s'est tout dit pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, une émission qui sera importante puisqu'on sera au lendemain de ce vote britannique. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous maintenant sur notre page Facebook Décideur TV, en direct, chaque vendredi 12h30, 13h. Et vous pouvez nous interroger tout au long de la semaine ou pendant l'émission. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous de nous suivre. Bonne semaine. Bravo Thomas.